Bonjour à tous. Je vais commencer par faire un petit panorama des faits marquants s'agissant de MIF 2 au cours de l'année écoulée en un quart d'heure, ce qui est une sorte de challenge. Tout d'abord, un petit point d'ensemble. Ensuite, je vais m'attarder sur les sujets marchés. Et enfin, je dirai deux mots des sujets protection des investisseurs. S'agissant de l'aspect général des choses, je passe rapidement sur les slides qui montrent, mais je pense que vous avez tous bien ça en tête, l'ampleur du chantier MIF 2. C'est une évidence. Donc vous avez ces slides dans les supports qui vous ont été remis. Vous les aurez également, ils seront mis à votre disposition sur Internet dans les prochains jours. Simplement, dans ce fourmillement de textes auxquels vous êtes confrontés au quotidien, comment faire pour se retrouver? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un certain nombre d'outils qui sont disponibles sur le site internet de l'AMF et qui peuvent vous aider de ce point de vue. Tout d'abord, un premier outil qui est disponible dans la rubrique Accès rapide MIF 2. C'est le tableau qui recense l'ensemble des dispositions MIF 2 et MIFIR applicables. Donc, quelle que soit la nature de ces dispositions, que ce soit des dispositions de droit européen ou de droit national, qu'elles soient de niveau 1, 2 ou 3, elles sont intégralement listées dans ce tableau avec un petit résumé de leur contenu. Ensuite, vous avez encore deux autres documents qui peuvent vous être utiles pour mener vos missions au quotidien, qui sont disponibles cette fois dans la rubrique publication, consultation publique. Le premier, c'est la table de correspondance des anciens articles du règlement général avec les nouvelles dispositions où qu'elles se trouvent, encore une fois qu'elles se trouvent dans des textes européens d'application directe ou dans des dispositions de droit national. Et puis un second tableau qui s'appelle tableau de transposition des livres 3 et livre 5, qui sont en réalité les tableaux qui ont constitué les outils opérationnels pour nous, collaborateurs de l'AMF, à l'occasion de la transposition, et qui donc mettent en regard de chacun des anciens articles du règlement général leur devenir sous MIF 2 avec des commentaires sur les choix de transposition qui ont été retenus à cette occasion. Voilà pour les sujets un peu généraux. Un petit panorama des sujets marchés, donc un petit point après l'entrée en application des textes MIF 2. La première bonne nouvelle, c'est qu'aucune difficulté majeure n'a été constatée sur les marchés après le 3 janvier 2018. On voit petit à petit apparaître les nouvelles entités régulées qui ont été instaurées par MIF 2 et que sont les dispositifs de publication de données et de reporting des transactions, donc APA et ARM. Le sujet d'obtention des LEI, qui a été un sujet de préoccupation pour les professionnels à la fin de l'année dernière, finalement a été géré de manière relativement soft, on va dire, puisque donc le communiqué de l'ESMA du 20 décembre 2017 a autorisé les professionnels que vous êtes à utiliser des LEI par défaut. Un petit point d'attention cependant, cette possibilité arrive à expiration au 30 juin prochain et donc vos maisons devront être en capacité à compter de cette date d'utiliser de véritables LEI. Le nouveau référentiel ESMA des instruments financiers, la base FIRDS, est constituée, elle existe, elle est en cours de fiabilisation. Il y a néanmoins, on a enregistré sur ces sujets marchés certains petits retards à l'allumage, on va dire. C'est le cas de la publication toute récente des doubles plafonds des volumes, donc double volume cap, qui sont les plafonds applicables pour légitimer les dérogations à l'obligation de transparence pré-trade. Ces données de calcul viennent d'être publiées le 7 mars dernier et applicables au 12 mars. Un petit point d'attention pour vous, il n'est pas impossible que l'application de ces plafonds change un petit peu le paysage des plateformes de négociation à suivre. On assiste au niveau de l'AMF à une montée en charge des reportings des transactions qui paraît à ce stade satisfaisante. Reste encore des petites questions à régler autour des pas de cotation. À cet égard, je voudrais souligner que donc il s'agit d'un sujet que l'AMF avait poussé. Les premiers constats
qui peuvent être faits de l'entrée en application de ces nouvelles règles autour des pas de comptation semblent être positifs. L'AMF devrait publier une étude prochainement sur ce sujet. S'agissant des régimes de transparence pré-négociation, il s'agit d'un processus long qui est très loin d'être achevé, puisque l'ESMA, qui doit publier des opinions, a encore sur sa to-do list, si je puis dire, 700 opinions attendues sur les fameux waivers. En 2017, un certain nombre de clarifications très structurantes ont été apportées sur les sujets marchés par l'ESMA. En particulier, a été proposé un amendement au RTS 1 qui vise à appliquer aux internalisateurs systématiques le même régime de tick size que celui qui est appliqué aux autres plateformes par souci de cohérence. La consultation en la matière vient d'être achevée. Un petit point d'attention pour ce qui vous concerne, s'agissant de ce sujet internalisateur systématique, c'est que les seuils qui déterminent donc la qualité d'internalisateur systématique s'appliqueront à compter du 1er septembre prochain. Donc, petit point d'attention pour vous, la question se posera de savoir si oui ou non vous entrez dans cette catégorie. Et puis, et là je passe vite, il y a encore, et là cette fois c'est sur la to-do list de la Commission européenne, sont attendues un certain nombre de décisions d'équivalence, de cadres réglementaires et de surveillance de pays tiers qui permettraient de reconnaître donc la possibilité pour vos maisons de s'acquitter légitimement de leur obligation de négociation sur actions ou sur dérivés en ayant recours à des plateformes de négociation situées dans ces pays. Donc voilà pour le panorama des sujets marchés. S'agissant maintenant des sujets de protection des investisseurs, là aussi le programme de travail de l'ESMA en 2017 a été très chargé et de nombreuses clarifications ont été apportées. Désormais, sur les sujets protection des investisseurs, c'est plus d'une centaine de questions-réponses qu'on trouve sur le site de l'ESMA. On a par ailleurs, donc vous avez vu la sortie des orientations sur la gouvernance produit, sont encore à venir la mise à jour des orientations sur le régime d'adéquation, donc les fameuses guidelines suitability dont je vous dirai 2 mots à la fin de cette présentation. On peut considérer que l'ESMA a maintenant balayé, si je puis dire, les principaux sujets nouveaux sous MIF 2 qui demandaient une clarification, à l'exception notable néanmoins de 2 sujets. Le sujet des inducements, qui est le dernier sujet auquel s'est attaqué l'ESMA dans ses travaux sur la protection des investisseurs. Donc inducement, on va dire distribution, enfin régime général, hors recherche, sur lequel encore un certain nombre de questions structurantes restent à traiter. Le second sujet, c'est le régime d'adéquation dont je vous dirai 2 mots. Donc rapidement, je ne vais pas détailler, parce que vous avez bien sûr le détail dans les supports qui vous ont été remis, et plus encore dans les questions-réponses de l'ESMA auxquelles je vous invite à vous référer, puisque dans ces slides, on a tenté de vous présenter un petit résumé de ce qu'on trouve dans ces questions-réponses, mais bien sûr, par précaution, enfin rien ne vaut le texte lui-même. Donc, un certain nombre de clarifications ont été apportées sur les sujets de meilleure exécution, et notamment sur le contenu et le calendrier de remise des nouveaux rapports rendus exigibles sous MIF 2 en matière de meilleure exécution, donc en application notamment des fameux RTS 27 et 28. On trouve tout un ensemble de précisions concernant le régime des inducements recherche. On trouve notamment clarifié la façon dont le corporate access a vocation à être traité au regard de ces nouvelles règles. On trouve également des clarifications sur la façon dont la recherche macro ou la recherche fixed income a vocation à s'accommoder de ces nouvelles exigences et la façon dont un certain nombre de supports de recherche peuvent être considérés comme des avantages non monétaires mineurs qui, du coup, n'entrent pas dans le champ des nouvelles exigences en matière notamment de comptes de paiement de recherche, etc. On trouve clarifier la façon dont on entend que les prestataires à la fois
déterminent et ensuite suivent les budgets alloués aux dépenses de recherche, la façon dont on attend que les prestataires se conforment à leurs obligations de transparence vis-à-vis des clients. Je vous rappelle également à cet égard que l'AMF a publié un guide pédagogique sur l'ensemble de ces règles auxquelles vous pouvez également vous référer sur ces questions. Sur coûts et charges, encore un très gros sujet, un sujet très lourd en termes d'enjeux pour vos maisons. Beaucoup de clarifications dans les questions-réponses de l'ESMA, même si vous allez en parler cet après-midi, on va voir qu'il y a encore pas mal de questions qui se posent, mais néanmoins, beaucoup de clarifications, notamment des clarifications utiles sur la façon dont les dispositions de MIF 2 ont vocation à s'articuler avec les exigences de PRIPS, qui, elles aussi, pour partie en tout cas, couvrent ce sujet de la transparence sur les coûts et charges. Avantages et rémunérations, donc je vous en disais 2 mots. Je vous disais principalement qu'un certain nombre de questions ont commencé à être traitées par l'ESMA. C'est sans doute pas les plus gênantes. Restent encore certains sujets assez lourds comme les rémunérations aux apporteurs d'affaires, comment doit s'appliquer la proportionnalité prévue sous MIF 2 de l'ampleur des rémunérations avec l'ampleur de l'amélioration du service fourni aux clients. Voilà, donc sur ce sujet-là, vigilance de votre part parce qu'il pourrait y avoir des clarifications assez structurantes. Sur le régime pays tiers dont on a parlé ce matin, Natacha rappelait que MIF 2 avait introduit un régime spécifique. Ce régime prévoit la possibilité pour les États membres d'exiger que les pays tiers qui souhaitent fournir des services d'investissement sur leur territoire y implantent une succursale, sauf, entre guillemets, reverse solicitation, sauf dans le cas où le client est allé de sa propre initiative chercher un service d'investissement sur ce pays tiers. Et donc, c'est cette initiative exclusive du client qu'on a cherché à définir, toujours dans une logique d'éviter les contournements, d'ouvrir trop largement aux pays tiers dans un contexte Brexit, bien sûr, l'accès à nos marchés. Enfin, deux mots de ce qu'on est en droit d'attendre sur la mise à jour des orientations ESMA sur les vérifications d'adéquation. Donc, sous l'empire de MIF 1, on avait déjà de telles orientations qui, bien entendu, doivent être mises à jour, d'une part parce que les textes MIF 2 ont changé, mais également parce qu'on a vu se développer de nouveaux business models, comme particulièrement de nouveaux acteurs que sont les robots advice, qui posent des problématiques nouvelles de dématérialisation du contact au client, qui doivent aussi faire l'objet d'un traitement spécifique. Donc, la consultation, l'ESMA a consulté dans le courant de l'année 2017 sur le futur contenu de ces guidelines. Les réponses à consultation sont en train d'être examinées. L'ESMA devrait rendre son rapport final avant le 30 juin de cette année, ce qui probablement devrait conduire à ce que ces nouvelles orientations soient applicables pour le dernier trimestre de l'année 2018. Donc on y trouve en particulier l'introduction de notions nouvelles introduites par MIF 2, qui sont les notions de capacité à subir des pertes et de tolérance au risque. Comme je vous le disais, on y trouve des développements spécifiques sur le recours à des robots advisors. Et puis on y trouve clarifié tout un ensemble de dispositions nouvelles prévues sous MIF 2, qui sont en particulier l'obligation qui est faite aux prestataires de services d'investissement, donc lorsqu'ils s'apprêtent à investir pour le compte de ses clients dans un instrument financier ou lorsqu'ils conseillent à un client d'investir dans un instrument financier, d'avoir évalué des produits équivalents en termes de coûts et de complexité, première obligation nouvelle. Deuxième obligation nouvelle et très structurante également, la nouvelle obligation, avant de procéder à un arbitrage ou de conseiller à son client de procéder à un arbitrage, de s'être assuré préalablement que les avantages attendus de l'arbitrage en question sont supérieurs aux coûts attendus pour le client. Donc dans les débats qui ont entouré la rédaction de ces prochains textes, l'AMF a milité
en faveur de la possibilité de ce que ces obligations nouvelles puissent être menées en centralisé dans vos établissements plutôt que par les vendeurs au moment de l'acte de vente, ce qui paraît totalement irréaliste et pas en ligne avec les process utilisés par vos maisons. Enfin, on va voir intégrer dans ces orientations une des recommandations qui résulte du groupe de travail, du groupe d'experts de la Commission européenne sur les sujets de développement durable. Donc, on va voir intégrer en qualité de bonnes pratiques seulement, donc de bonnes pratiques recommandées, le fait de prendre en compte les éventuels objectifs des clients en matière de développement durable. Voilà, donc atterrissage, comme je vous le disais, prévu fin de premier semestre 2018, avec très probablement une entrée en application pour la fin de l'année. Voilà pour les sujets MIF 2. Je vous remercie de votre attention. Alors bonjour à tous. Donc après le pavé MIF 2, je vais poursuivre la présentation en évoquant plusieurs textes qui entrent en application cette année. Donc en commençant par le règlement PRIPS, voilà, ce n'est pas la première fois qu'on en parle lors des journées RCCI, RCSI. Les principales nouveautés par rapport à l'année dernière sont la publication d'un Q&A de niveau 1 de la Commission européenne qui évoque un certain nombre de sujets importants, parmi lesquels la question du périmètre d'application du texte, la publication également de plusieurs vagues de questions-réponses de niveau 3, plus de 80 questions-réponses au total qui ont été publiées également fin 2017. Donc, autre nouveauté, à l'évidence, c'est l'entrée en application du texte au 1er janvier cette année. C'est une entrée en application partielle compte tenu des nombreuses clauses transitoires que comporte cette réglementation. Et l'articulation de ces différentes clauses est relativement complexe, à tel point qu'il nous a semblé qu'il y avait pu avoir par moment une petite confusion. Donc il nous semble utile de faire un petit récapitulatif de l'articulation de ces régimes. Historiquement, voilà, le premier régime transitoire qui a été introduit l'a été pour les fonds d'investissement qui présentaient un document d'information en format OPCVM. Donc c'est la dérogation prévue à l'article 32. Elle court jusqu'au 31 décembre 2019. Assez rapidement, on s'est rendu compte que la portée voilà, de cette exemption était finalement limitée par un certain nombre de phénomènes de rattrapage. Alors, le premier phénomène de rattrapage concerne les fonds qui sont distribués dans des contrats d'assurance vie. Dans ce cas, le contrat d'assurance vie lui-même n'est pas soumis, ne bénéficie pas du régime transitoire de l'article 32. Donc, pour cette raison, donc, à la fin de la négociation du texte, un deuxième régime transitoire a été introduit spécifiquement pour les régimes d'assurance vie. C'est un régime partiel puisqu'il permet de ne pas fournir l'ensemble des informations en format PRIPS, mais il nécessite quand même d'en fournir un certain nombre. Et c'est également un régime optionnel puisque les assureurs ont la possibilité d'utiliser cette exemption. Donc c'est le cas pour les assureurs français. Ils ont choisi d'utiliser cette possibilité. Ce n'est pas le cas de tous les autres assureurs européens, notamment des assureurs allemands. Deuxième effet de rattrapage, la commercialisation en direct des fonds d'investissement via la fourniture d'un service d'investissement. À ce moment-là, le distributeur est soumis aux obligations MIF 2 que Catherine a présentées tout à l'heure, en particulier l'obligation d'information sur les coûts et les charges. Et de ce fait, et du fait d'un Q&A publié à l'été dernier sur la nécessité de fournir cette information de façon cohérente avec la méthodologie PRIPS, il existe un deuxième phénomène de rattrapage. Troisième forme de rattrapage possible, elle concerne les assureurs qui investissent pour leur actif général dans des fonds d'investissement au titre de leur obligation PRIPS, au titre du contrat euro. Ils peuvent être amenés à solliciter les sociétés de gestion pour leur demander un certain nombre d'informations au format PRIPS. Par ailleurs, je vous rappelle que l'AMF a modifié sa doctrine l'année dernière pour permettre aux fonds professionnels d'utiliser un document d'information synthétique au format OPCVM. C'est une possibilité qui est offerte et donc certaines sociétés de gestion ont choisi de l'utiliser, d'autres non. Enfin, je rappelle qu'un certain nombre de fonds d'investissement et tout particulièrement les SCPI sont d'ores et déjà soumis au règlement PRIPS depuis le 1er janvier de cette année. Une fois ce rappel fait sur l'entrée en application du dispositif, voilà, on souhaitait attirer votre attention sur un certain nombre de sujets. Le premier d'entre eux est la question d'application du périmètre. Il faut savoir que la Commission européenne a pris une position d'interprétation très large du périmètre d'application de PRIPS s'agissant des titres obligataires dans un échange bilatéral avec une banque anglaise. Donc ça, c'est venu créer une certaine incertitude sur la nature exacte du périmètre de ce règlement.
Nous souhaitions également attirer l'attention des distributeurs sur le cas des PRIPS de pays tiers. Donc, dans la grande majorité des cas, les producteurs de pays tiers n'ont pas préparé de documents d'information en format PRIPS. Donc nous souhaitons attirer la vigilance des distributeurs sur le fait qu'en absence de documents d'information synthétique, les produits qui entrent dans le champ d'application de PRIPS de pays tiers ne peuvent plus être distribués en Europe. Par ailleurs, voilà, je souhaitais également rappeler que le règlement PRIPS porte une ambition assez forte d'harmonisation des informations. Il prévoit une liste exhaustive des cas de figure qui permettent de modifier des formulations types prévues dans le règlement ou qui permettent d'ajouter des informations supplémentaires. Donc en principe, voilà, ces ces cas de figure sont prévus de façon exhaustive dans le règlement. Enfin, voilà, je souligne que le règlement PRIPS introduit un changement de logique par rapport à la directive OPCVM s'agissant de la détermination de l'autorité compétente. Alors après MIF 2, après PRIPS, le règlement Fonds monétaire est un troisième texte qui entre en application cette année. Donc son entrée en application est prévue au 19 juin prochain. Le texte prévoit par ailleurs un régime transitoire de 6 mois et voilà, le volet réglementaire sera complété de 4 textes d'application qui doivent être publiés cette année. Parmi les éléments qui ressortent de nos premiers échanges avec les acteurs, nous voulions mentionner tout d'abord le renforcement des exigences de valorisation. Donc, au-delà de l'interdiction du recours aux méthodes de linéarisation, il nous semblait utile voilà, de bien rappeler qu'il existe un renforcement de ces exigences. Donc, il faut donc se méfier des raisonnements qui consisteraient à partir du principe que les méthodes de valorisation actuelles sont compatibles avec le règlement. Il nous semble utile, à minima, de se poser un certain nombre de questions sur des pratiques actuelles. Par ailleurs, donc, il ressort de nos échanges qu'un certain nombre d'acteurs envisagent de refondre leur gamme de fonds monétaires, notamment, mais pas uniquement, en raison de l'interdiction d'un certain nombre de schémas, comme les schémas fonds de fonds et maîtres nourriciers. En tout état de cause, voilà, nous rappelons que l'ensemble des fonds existants devront être agréés à nouveau par l'AMF d'ici le 19 janvier 2019. Donc à l'occasion de ces processus d'agrément, une question qui ne manquera pas de se poser est la question du périmètre d'application du règlement, et en particulier la question de la frontière entre les fonds monétaires d'une part et les fonds obligataires court terme d'autre part. Donc je vous renvoie à ce sujet vers le premier atelier de cet après-midi pour de plus amples discussions sur une analyse qui devra porter non seulement sur la stratégie d'investissement du fonds, mais également sur la façon dont le fonds se présente aux investisseurs, donc en particulier dans la documentation réglementaire et commerciale. Enfin, je mentionne rapidement la publication par l'ESMA d'un courrier de la Commission européenne sur la pratique de destruction de parts. Donc c'est un courrier qui est susceptible d'avoir des incidences sur le modèle de fonctionnement des fonds qu'on appelle CINAV et LVNAV. Toujours s'agissant des textes qui entrent en application cette année, le règlement sur les indices de référence. Je pense qu'avec la directive droit des actionnaires que mentionnait Xavier, c'est l'autre texte qui est parfois un peu oublié par certains acteurs. Assez rapidement, voilà, je rappelle que ce règlement définit 3 types d'acteurs assujettis. Les administrateurs, sur lesquels reposent voilà, les principales obligations du règlement, et qui sont en principe, on s'attend à avoir un nombre assez limité d'administrateurs en France. Les contributeurs. Et troisième catégorie, les utilisateurs d'indices, pour lesquels les obligations sont plus légères et moins nombreuses, mais qui sont beaucoup plus nombreux. Donc on vous encourage vraiment à prendre le temps de voir si vous êtes susceptible d'être concerné par cette troisième catégorie d'utilisateurs d'indices. Les principales nouveautés réglementaires sur le règlement benchmark concernent les modalités d'application du régime transitoire pour les administrateurs. Donc 2 questions-réponses sont venues apporter un certain nombre de précisions sur le régime, à la fois pour les administrateurs établis dans l'Union européenne, ainsi que pour les administrateurs de pays tiers. Sans rentrer dans les détails, voilà, vous trouverez dans les slides un rappel rapide des principales obligations applicables aux utilisateurs d'indices. Et je finis sur ce texte par indiquer que l'AMF a revu sa doctrine pour faciliter voilà, les processus d'autorisation pour les administrateurs. Donc n'hésitez pas à consulter le site de l'AMF. Dernier texte voilà, qui est susceptible d'entraîner des modifications en 2018, c'est la révision des règlements UCEF et UVK.
assez rapidement également, vous verrez que ces révisions-là entrent en application donc, au 1er mars. Ce sont des révisions qui principalement visent à apporter un certain nombre de clarifications ainsi qu'à favoriser le développement de ces fonds dont les statistiques publiées par l'ESMA montrent qu'ils restent encore assez largement confidentiels pour le moment. Je ferme ce volet concernant l'actualité réglementaire pour évoquer une étude qu'a réalisée l'AMF sur les frais dans la gestion d'actifs, dont une synthèse a été publiée en début d'année. Donc, cette étude porte sur l'ensemble des OPCVM distribués en France, voilà, avec un angle d'analyse statistique. Nous avons choisi ce périmètre pour capter à la fois les fonds domiciliés en France, mais également intégrer dans le périmètre de l'étude les fonds domiciliés dans le reste de l'Union européenne et qui sont distribués en France. Parmi les enseignements de cette étude, on voit assez rapidement qu'il y a une concentration, une forme d'homogénéité des niveaux de frais observés pour un grand nombre d'acteurs pour des fonds comparables, avec un nombre très petit d'acteurs qui présentent, pour le coup, des niveaux de frais sensiblement plus élevés. Donc, quand on analyse un peu plus en détail les facteurs qui sont susceptibles d'expliquer ces niveaux élevés, voilà, une des explications qui revient le plus souvent, enfin, qui explique une grande majorité des cas, est la présence de commissions de mouvement. Donc, cette étude nous conduit à nouveau à nous interroger sur le régime actuel de cette spécificité française, voilà, qui est susceptible, nous semble-t-il, dans un certain nombre de cas, d'être porteuse de conflits d'intérêts. Autre sujet qui ressort de l'étude du rapport, le sujet des commissions de mouvement, sujet sur lequel voilà, nous souhaitons nous rapprocher de l'ESMA pour essayer de promouvoir une plus forte harmonisation en Europe s'agissant des modalités de prélèvement de commissions de surperformance qui sont admissibles. Je vais maintenant passer la parole à Annick. Et le micro, littéralement. Merci. Merci Philippe. Donc effectivement, j'en viens à un dispositif national de la déclaration des incidents qui a dû peut-être passer inaperçu, puisque ce dispositif a été intégré dans le règlement général en même temps que les nombreuses dispositions de MIF 2. Donc c'est une disposition propre à la gestion d'actifs et dont la responsabilité incombe aux dirigeants effectifs au sens de l'article L532-9.2 du Code monétaire financier. Pourquoi un dispositif propre à la gestion d'actifs ? Eh bien parce que contrairement au monde bancaire, qui prévoit dans l'arrêté du 3 novembre 2014 un article spécifique sur la remontée des dysfonctionnements pour les établissements de crédit et les psy purs, si vous me permettez cette expression, eh bien l'AMF ne disposait pas d'un tel dispositif de remontée des incidents et a souhaité donc se doter d'un tel dispositif. Donc c'est un outil d'accompagnement et de supervision pour l'AMF qui est important et que vous retrouverez dans le titre 1 bis ou titre inter pour les sociétés de gestion de portefeuille, soit de FIA, soit au PCVM. Sur quoi porte cette déclaration de l'incident ? Eh bien, les incidents dont la survenance est susceptible d'entraîner pour la société de gestion soit une perte ou un gain, un coût lié à la mise en cause de sa responsabilité civile et pénale, un coût lié à une sanction administrative et une atteinte à la réputation qui est définie soit dans le RG pour les sociétés de gestion OPCVM, soit dans le règlement propre à IFM. Et tous ces incidents dont l'incidence excède 5% de fonds propres réglementaires. Et la deuxième partie de cette déclaration, elle porte également sur tout événement ne permettant plus à la société de gestion de portefeuille de satisfaire aux conditions de son agrément. Et donc, je pense que tout dirigeant reconnaîtra assez aisément les situations dans lesquelles il doit déclarer un incident à l'AMF. Comment cette déclaration doit-elle se faire à l'AMF ? C'est une déclaration sans délai. Vous savez que c'est la formule consacrée dans la plupart des textes. Donc il s'agit de remonter une fois que cet incident est remonté par vos RCCI directement et puis après analyse bien sûr, mais ça veut dire pas 3 mois après puisque le but de cette réglementation et de cette déclaration des incidents à l'AMF, c'est de vous accompagner
dans le traitement de ces incidents et d'en être informé, bien sûr. Et puis, vous aurez un compte-rendu d'incident indiquant la nature de l'incident, les mesures adoptées après sa survenue et les initiatives prises pour éviter que de tels incidents se reproduisent dans le futur. Ce compte-rendu, soit il sera fait en fonction de la nature de l'incident, soit bien sûr il sera à minima fait dans le rapport de conformité annuel. À qui parlez-vous? Eh bien, il n'y a pas de règle en la matière. Bien sûr, cela dépendra des modalités relationnelles que vous entretenez avec les services de l'AMF et dépendra également de la nature de l'incident, de son risque de contagion, de sa confidentialité que vous aurez analysé. Donc, vous pourrez également soit informer rapidement soit vos chargés de portefeuille, soit Xavier Parrain, soit bien sûr le secrétaire général ou le président, selon la nature des relations que vous entretenez avec les services de l'AMF et la nature de l'incident visé. J'en ai fini avec les nouvelles désagréables et donc je vais vous dire 2 mots de la filière conformité de l'AMF. Donc, on a subi en 2017 une peer review de l'ESMA sur la supervision, donc une peer review qui portait sur la supervision par les autorités nationales des États membres du respect des 4 premiers principes des guidelines de l'ESMA sur la fonction de conformité. Donc, vous la connaissez bien sûr tous par cœur puisque c'est votre métier. Donc, c'est cartographie, plan de contrôle, remontée d'un rapport aux dirigeants et exercice de la fonction de conseil des RCCI et RCSI. Et donc, nous l'avons repris en substance dans la position 2012-17 qui est applicable aux établissements fournissant des services d'investissement et dont l'application a été étendue aux sociétés de gestion de portefeuille. Ce qui est important de retenir dans cette peer review de l'ESMA, dont vous trouvez le rapport, il y a le lien qui vous est mis, si vous voulez le lire, c'est assez intéressant, puisqu'il vous concerne directement. Donc, ce qui est intéressant de retenir, c'est que le dispositif de formation des responsables de conformité et l'attribution de cartes professionnelles, ainsi que les journées de formation telles que les journées RCCI et RCSI, ont été appréciées par l'ESMA comme un élément favorisant la diffusion d'une culture de conformité, un partage, la création d'une communauté pour la place en France et donc relevé par l'ESMA comme une bonne pratique. Je tenais bien sûr à partager cette satisfaction avec votre communauté que vous représentez ce matin et l'adresser tout particulièrement aux personnes qui ont fait vivre et créer bien sûr cette filière conformité et qui ont contribué à sa professionnalisation. Je veux citer Michel Carlin et Olivier Lafont qui sont tous les deux dans la salle. Alors, bien sûr, comme l'animation d'une filière conformité suppose un petit renouveau de temps en temps pour réanimer la flamme, je sais que vous êtes tous très engagés et que nous sommes tous très engagés sur ce sujet de conformité. Nous avons pensé à créer un compte, un espace d'échange sur LinkedIn dédié au RCCI et donc qui n'est réservé qu'aux personnes qui sont encartées par l'AMF et bien sûr qui disposent d'un profil LinkedIn pour nous y rejoindre. Ce sera d'abord un annuaire pour la communauté puisque il semble assez anormal que vous ne connaissiez pas l'ensemble de vos pairs dans cette communauté et donc vous aurez les noms bien sûr de ceux qui veulent rejoindre l'espace d'échange. Vous connaîtrez les coordonnées de vos pairs. Et puis nous avons pensé que c'était surtout un moyen pour faciliter l'accès des RCCI et RCSI aux évolutions réglementaires françaises, européennes, quelquefois internationales, sans pour autant vous décharger, bien sûr, des responsabilités de veille réglementaire que vous avez vis-à-vis de vos établissements. Alors, qu'est-ce qui est posté sur ce site ? Tous les messages de l'AMF sont relayés, bien sûr, les messages de l'ESMA également, concernant les diverses réglementations qui vous concernent, et notamment MIF 2. Toutes les consultations de l'ESMA sont repostées tout en début de mois pour attirer votre attention.
Les initiatives de la Commission européenne sont postées également. Des textes des ESA, tous les textes, par exemple le dernier sur Big Data, enfin tous les textes, tous les rapports des ESA sont communiqués et du Joint Committee sur cet espace. Voilà, donc vous avez bien sûr des messages également de vos associations professionnelles. Vous disposez des moyens de communication propres à ces espaces d'échange et de réseaux sociaux. Donc, comme mon ancien patron de la Banque de France est dans la salle, je ne vais pas vous dire que vous pouvez liker, mais je vous le dis quand même, vous pouvez liker et mettre des commentaires. Et bien sûr, le but, c'est d'avoir un outil de communication entre l'AMF, les RCCI et les RCCI. Nous en servirons peut-être pour faire des appels, soit à jury, soit à formation, mais également vous demander un sentiment sur une disposition particulière. Alors pour l'instant, vous n'avez pas le droit de poster, hein, puisque nous sommes les seuls à pouvoir poster les textes sur ce site. Mais en tout cas, vous pouvez bien sûr émettre des commentaires. Ce site s'appelle Métis. Métis, c'est la déesse grecque de la prudence et de la sagesse, et donc cela vous va bien. Je souhaite non pas l'éternité à Métis comme son original, mais en tous les cas qu'elle vous soit utile et qu'elle vous permette de communiquer entre vous. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Et j'invite maintenant Nicolas Patel à nous rejoindre pour la direction des contrôles.